Le djihadisme, c'est un sujet contemporain dont on parle beaucoup, qu'on comprend mal. On a tendance parfois à confondre islam, musulman, islamisme, djihadisme. Et aujourd'hui, je reçois Hugo Micheron, qui est chercheur à Normal Sup sur les questions liées au djihadisme, qui est enseignant à Sciences Po et à Normal Sup, mais bientôt à Princeton, qui a écrit un bouquin qui s'appelle Le djihadisme français, qui est allé interviewer des djihadistes en prison, donc qui a une connaissance extrêmement fine du sujet. Et avec lui, on va essayer de déminer, d'essayer de comprendre toutes les idées un peu préconçues autour de ces sujets et de vraiment rentrer dans le détail pendant les 50 prochaines minutes. C'est une conversation évidemment passionnante, je trouve. Donc je vous laisse l'écouter. Allez, Vlan, c'est parti. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Bonjour, voilà, je vais reprendre. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Bonjour Hugo. Bonjour. Ça va bien. Ça va très bien. J'ai un peu de mal. On va parler d'un sujet qui clive énormément, qui est l'islam, mais plus spécifiquement le djihadisme. Est-ce que tu pourrais commencer par différencier les différents mouvements du djihadisme français? Alors, donc moi, je travaille sur les questions qui sont liées à l'islamisme, qui sont évidemment déjà une approche très spécifique de l'islam, puisque c'est une approche militante qui vise à indifférencier en fait l'islam comme religion, l'islam comme mode de vie, l'islam comme organisation de la vie politique, et finalement l'islam comme culture. Voilà, pour les islamistes, quels qu'ils soient, toutes ces différentes composantes de l'islam sont superposables et superposées. Elles sont un élément d'une identité qui est à la fois très vaste et assez peu négociable, ce qui est donc évidemment très différent du musulman ordinaire dont la foi est la foi musulmane. Donc ça, c'est un premier élément. Et dans dans cette mouvance, en fait, assez extrêmement vaste et diversifiée qu'est l'islamisme, donc qui répondent à cette première définition, là, on va trouver des courants militants qu'on peut distinguer principalement en trois branches. La première branche, ça serait celle connue sous le nom des frères musulmans. Les frères musulmans, ce sont un collectif militant islamiste qui est né à la fin des années 20 en Égypte, dans un contexte historique très particulier qui était marqué par la disparition du califat islamique quelques années plus tôt à Istanbul, en Turquie, avec la fin de l'Empire ottoman et la naissance de la Turquie moderne. Le monde musulman, pour la première fois depuis sa création, c'est-à-dire à l'époque depuis près de un peu moins de 1400 ans, se retrouve sans califat. Et face à cette crise au sein de l'islam, il y a plusieurs courants qui vont se régénérer, dont les frères musulmans en Égypte, qui eux vont dire si le califat a disparu, c'est que momentané, il doit revenir. Et donc c'est un groupe qui va se pencher sur une idée très précise qui est de faire de la prédication auprès des masses, de renforcer le sentiment religieux dans les masses à travers l'éducation, à travers la mise en place de tout un tas de procédés pour finalement arriver un jour à prendre le pouvoir et par des méthodes légales, les élections, etc. Et un jour imposer, rétablir finalement le califat qui a disparu. Donc ça, c'était dans le projet initial dans les années 20-30. Ça s'est diffusé dans l'ensemble du monde arabe en plein de sous-factions. Et puis, c'est arrivé en Europe. Ce mouvement est arrivé en Europe plutôt dans les années 70, dans les milieux estudiantins. Et on en distingue classiquement deux formes. Une forme vraiment organique qui correspond à l'activiste que je viens de décrire. Et puis, en fait, une forme violente qui a plutôt émergé en Égypte dans les années 70 et qui a donné lieu en Afghanistan à ce qui est devenu le djihadisme contemporain. Donc ça, c'est la version la plus violente qui va nous permettre tout à l'heure, je pense, de raccrocher les wagons avec les djihadistes. Donc voilà, ça c'est ce qu'on va appeler les frères musulmans, donc avec ces deux tendances. Il y a la deuxième branche au sein de l'islamisme, celle qu'on va appeler le tablir, qui pareil est un mouvement qui est originaire d'Inde. Pareil dans les années 30, dans le même contexte historique, celui de la disparition du califat. Et le tabliri, c'est un mouvement de prédication piétiste assez fondamentaliste, mais totalement apolitique. Il arrive en Europe dans les années 70, plutôt dans les milieux très pauvres, et c'est typiquement ces mouvements qui vont faire de la prédication sociale, c'est-à-dire aller s'intéresser aux drogués, aux personnes en déshérence, et essayer de les réhabiliter par la foi. Ce qui fait qu'ils ont pris pied en France, en Grande-Bretagne et ailleurs, parce qu'ils ils apportaient des solutions sociales et ils n'étaient pas du tout politiques. Alors qu'en réalité, c'était des mouvements qui, sur le plan religieux, étaient assez radicaux. Et puis le troisième mouvement dont on entend beaucoup parler, c'est le salafisme. Le salafisme, lui, c'est un mouvement qui vient plutôt de la péninsule arabique, idéologiquement, qui est né en Arabie Saoudite,
et qui en fait correspond à une vision extrêmement rigoriste de l'islam, avec évidemment une dimension très piétiste, mais aussi une dimension plus politique qu'on a du mal à toujours à appréhender, parce qu'elle considère que finalement l'islam avait connu un âge d'or au tout début, dans les 3 premiers siècles de l'islam, donc 6e, 7e et 8e siècle, et que cet âge d'or a disparu alors qu'il était parfait. Et donc, il convient pour les pieux salafistes simplement de réhabiliter toutes les règles en vigueur à ce moment-là en vue de retourner à cet âge d'or fantasmé, qui serait, si vous voulez, dans leur considération, un juste retour des choses de l'histoire. Et donc, les salafistes, c'est à la fois une version très individuelle de la foi, qui est portée sur vraiment répondre à des principes très stricts, et en même temps une version très communautaire, puisqu'il faut amener les musulmans, un maximum de musulmans dans cette voie. Et il y a une branche du salafisme qui va devenir, notamment à partir de la guerre d'Afghanistan et sa rencontre avec d'autres mouvements issus des frères musulmans égyptiens dont je parlais tout à l'heure, le djihadisme. Et ça, c'est donc c'est pas vraiment une quatrième composante, si vous voulez, on peut en faire une quatrième composante de l'islamisme, et qui va, elle, considérer que le moyen pour retourner à cet âge d'or fantasmé, finalement, c'est de prendre les armes et de déclarer la guerre, ce qu'ils appellent l'impiété, qui est incarnée typiquement à partir des années 90 par les États-Unis et le mode de vie occidental, mais aussi par tous les musulmans qui ne veulent pas suivre ce mode de pensée. Voilà en gros les grandes tendances de l'islamisme contemporain dans le monde et qui se retrouvent en France. Donc si je comprends bien, tous les islamistes ne sont pas forcément violents, on est bien d'accord. Il y a des parties qui sont violentes, mais pas l'intégralité. Oui, et puis ils n'ont pas tous le même mode d'action. Les frères musulmans, c'est plutôt un mode d'action qui va être penché sur le politique, donc faire de l'entrisme en politique. Typiquement, ça a été un débat, on pourra en discuter aussi, mais organiser des listes communautaires, ou bien devenir avocat et puis défendre des causes avec plutôt une stratégie d'entrisme et de travail social, de visibilité dans l'espace public. Les tabliries, au contraire, c'est plutôt de la réhabilitation par le social, c'est-à-dire d'aller chercher les déshérités et d'essayer de les ramener dans la voie droite, ce qu'ils appellent la voie droite. Et le salafisme, c'est d'abord un très grand rigorisme au sein de l'islam, et donc plutôt à destination des autres musulmans, mais dès qu'ils finissent par former une communauté, tout d'un coup, il y a des impératifs politiques et comment, en fait, on gère le rapport à ce qu'on considère l'impiété environnante. Et ça va aussi bien dans le monde arabe qu'en Europe ou ailleurs. Ce sont des systèmes assez différents. Et puis, le djihadiste se distingue parce que c'est le seul de ces différentes mouvances qui vraiment prône le terrorisme, prône le mode d'action violent. En tout cas, considère que c'est un moyen indispensable dans la lutte, alors que les autres là-dessus, sont pas tous en désaccord. Donc, ce qui se définit, en fait, c'est 2 zones. Quand on parle de l'islamisme, il faut bien comprendre que l'action de l'islamisme, quelle que soit la tendance qu'on évoque, va dans 2 sens. Et généralement, on ne comprend pas ça. C'est très important de le saisir. La première fonction, ça va être un sens qui va plutôt s'opposer à ce qu'il considère être la société impie, donc avec différents degrés de rejet. Et là-dessus, que ce soit les salafistes ou les djihadistes, vont avoir tendance à penser que tous les mouvements islamistes, tant qu'ils aident à islamiser ou à salafiser, à participer en gros à la lutte contre la société, ils sont les bienvenus. Donc typiquement, des salafistes vont vous dire du bien des frères musulmans quand ils prônent le port du voile ou le port du voile intégral, etc. Ils vont dire que voilà, ça va dans le bon sens quelque part. Par contre, il y a aussi une autre direction dans laquelle l'activisme islamiste se diffuse, et c'est à l'intérieur même de l'islam. C'est une guerre idéologique, et là, ils sont tous en rivalité dans le champ religieux. C'est-à-dire que les salafistes vont dire « Ah, mais les frères musulmans vont pas assez loin », ou ils vont dire « Les tabliris, ils s'occupent pas assez des questions politiques », ou ils vont dire « Ah, les djihadistes, finalement, ils nous discréditent parce qu'ils sont violents, et derrière, nous, on doit gérer la mauvaise réputation qu'ils font courir sur l'islam ». Et donc, tous ces mouvements-là sont en rivalité au sein du champ religieux, mais par ailleurs ont tendance à plutôt s'aligner quand il s'agit de la relation avec ce qu'ils considèrent être la mécréance avec un grand M, si j'ose dire. Et on arrive à faire alors je ne sais pas s'il y a des grands pourcentages, mais entre les musulmans, les islamistes et les djihadistes, c'est-à-dire qu'est-ce que ça représente en termes de poids ? Alors, c'est en tout état de cause extrêmement minoritaire. D'ailleurs, les djihadistes se servent de ça, c'est-à-dire qu'ils disent, oui, on est tellement minoritaire qu'on est une avant-garde. Donc, c'est pour pas dire qu'en fait, ils sont totalement discrédités. Un bon moyen de comprendre à quel point ils sont minoritaires, c'est que Daesh, quand il a proclamé donc, ce qu'il a appelé un califat, qui est évidemment un pseudo-califat, en Syrie et en Irak en juin 2014, a été rejoint par maximum, selon les estimations les plus généreuses, on va dire, 50 000 à 60 000 personnes.
sur 1,3 milliard de musulmans dans le monde. Donc, c'est un peu délicat après de dire qu'il représentait l'ensemble des musulmans du monde, alors que personne n'a voté avec ses pieds, enfin, ou si peu, 0,0001% des... Donc, la seule manière pour les djihadistes de régler l'équation, c'est-à-dire de dire non, on représente bien l'islam véritable, bien qu'on soit si peu nombreux, c'est de dire que tous les autres sont des apostats, sont des mauvais musulmans, etc. D'où, encore une fois, ces rivalités. Ayant dit ça, 50 000 djihadistes en Syrie et en Irak, c'était quand même une chose totalement nouvelle, et on était incapable d'imaginer un tel scénario, ne serait-ce qu'il y a 10 ans. Donc, ils se servent aussi de ça pour dire, finalement, notre mouvement prend. Il était inexistant dans les années 80. Désormais, on rassemble 50 000 personnes de par le monde. On est capable de déstabiliser par des attentats des pays entiers. Donc, finalement, c'est bien qu'ils représentent quelque chose. Sur les salafistes en France, là, c'est très difficile de faire des estimations. La plupart des chiffres évoquent 15 000 à 20 000 fidèles. Je ne sais pas trop comment ils sont calculés, probablement sur la base des fréquentations de mosquées dites salafistes. Mais pour moi, c'est pas très pertinent, parce que la réalité, c'est qu'en dehors des cercles de ceux qui se présentent comme salafistes, le salafisme a une influence doctrinale sur l'islam qui est plus importante que sa base militante. Et de ce point de vue-là, encore une fois, il faut regarder les choses sur le temps long. Dans les années 50-60, le salafisme était quasiment inexistant en tant que force religieuse, si vous voulez. Depuis les années 70, et notamment le rôle de l'Arabie Saoudite dans le financement de différents mouvements de par le monde, il y a eu un retour de conservatisme, et le salafisme a pris non seulement en Europe, mais aussi assez largement dans le monde arabe et musulman. Donc, ils ne composent pas du tout une majorité, mais ils ont une sorte d'ascendant moral assez fort sur l'islam qui fait qu'on a presque affaire à une contre-révolution salafiste en fait dans l'islam mondial depuis 20 ou 30 ans. Et ça produit des effets. C'est assez clair, si vous voulez, quand on regarde ce qu'était le monde arabe et les aspirations de la plupart des pays musulmans dans les années 50-60, finalement, on voit qu'il y avait plutôt un alignement sur les valeurs occidentales. Ça se voyait autour des femmes en bikini à Rabat, à Beyrouth, ou bien l'importance donnée à la musique, à l'écriture, à la littérature, à Bagdad, au Caire, dans les grands centres urbains du monde arabe. Désormais, et c'est terrible de le constater, moi, ma formation, c'est vraiment à l'origine de m'intéresser aux sociétés du Moyen-Orient. Il y a eu, quand on va au Caire ou même au Maroc, à Casablanca, à Rabat, on voit qu'il y a eu plutôt un retour du religieux et sous sa forme la plus conservatrice. Et ça, c'est pas sorti de nulle part. C'est qu'il y a eu des mouvements qui ont travaillé. Et donc, le salafisme a été un de ces agents-là. Donc, ça se produit aussi en France. Et c'est pour ça qu'on peut parler, en quelque sorte, de contre-révolution à l'intérieur de l'islam qui est portée par le salafisme. Et ça, c'est vraiment la toile de fond. Voilà. Donc, pour le dire très simplement... le salafisme n'a pas gagné du tout la bataille de l'islam, pour reprendre la première, les éléments que j'évoquais tout à l'heure, mais par contre est devenu une force réellement influente au sein de l'islam européen. Et voilà, à voir comment ça va évoluer dans les prochaines années. Il n'y a pas de fatalité, mais c'est une dynamique sur les 10 ou 15 dernières années. Et justement, puisque tu parles de la France, en France, donc, on a des djihadistes et on a eu des attentats qui ont bouleversé la France. Il y a eu des raccourcis qui ont été faits sur banlieue égale djihadisme d'une certaine mesure. C'est quoi la réalité? Parce qu'en fait, ce que tu décris dans ton livre, Le djihadisme français, c'est que finalement, il y a eu des clusters en France, mais il y en a eu aussi en Belgique, mais pas forcément dans les autres pays. Comment on explique qu'il y en a dans des pays, qu'il n'y en a pas dans d'autres pays, qu'il y en a dans certaines cités, mais pas dans d'autres? Comment ça marche en fait? Oui, alors en fait, mon travail déjà, c'était de repartir du terrain. En fait, j'ai commencé ce travail juste avant les attentats contre Charlie Hebdo et l'hypercacher en fin 2014. Donc, j'ai lancé ce travail dans les prisons, etc., auprès des djihadistes qui revenaient, mais aussi dans un certain nombre de quartiers. Et ce qui me frappait beaucoup dans le débat public, c'est qu'il y avait deux positions assez figées qui, en gros... pour la première, expliquer que finalement, le djihadisme, c'était essentiellement des individus perdus ou alors victimes de tout un tas de discriminations et qui se rebellaient contre la société. Et pour le dire un peu franchement, finalement, ils étaient à la recherche d'un remède assez fort et la meilleure came sur le marché, c'était le radicalisme de Daesh. En gros, voilà. Et ça aurait pu être le communisme ou autre chose 20 ans plus tôt. Ça, c'est une première interprétation qui peut être séduisante, mais il manquait des preuves, quoi. Et ça circulait beaucoup dans le débat en 2015 pour expliquer les attentats. Et puis, il y avait une autre, c'était plutôt porté par un politologue comme Olivier Roy. Puis, de l'autre côté, il y avait une autre thèse qui était plutôt portée par un politologue comme Gilles Kepel,
qui par ailleurs est mon directeur de thèse, comme ça, il n'y a pas d'ambiguïté, mais non pas que ça fige ma position, mais pour être totalement honnête avec les auditeurs. Et Gilles Kepel, lui, son approche, son interprétation, c'était de dire non, tout ça est intimement lié à un phénomène religieux qui s'appelle le salafisme et qui donne le djihadisme. Moi, ce que je constatais, c'était que finalement, dans les deux cas, c'était des interprétations. On pouvait en juger sur pièce, mais par contre, il n'y avait pas de démonstration, il n'y avait pas de preuves scientifiques pour étayer ça. Il y avait des raisonnements plus ou moins convaincants. Et donc, moi, je me suis dit, il faut repartir du terrain. Et en allant faire ce terrain, le premier élément qui m'a beaucoup frappé, c'était de voir qu'il y avait une géographie du phénomène djihadiste en France qui était vérifiable à partir du moment où on se basait sur les départs. Le nombre de gens qui ont quitté la France, qui ont quitté la Belgique, l'Allemagne ou la Grande-Bretagne pour rejoindre Daesh en Syrie et en Irak. Et là, ce qu'on voit, c'est un phénomène qui est en fait hyper localisé. Et cette géographie, elle est spécifique au djihadisme. Elle n'est pas superposable à d'autres. Donc, on a 5000 départs de djihadistes européens entre 2012 et 2018 pour la Syrie et l'Irak. Donc, sur ces 5000, on en a 80% qui partent de 4 pays. France, Grande-Bretagne, Belgique, Allemagne. Quand on regarde dans le détail la France, qui a été le premier pourvoyeur de djihadistes, avec 2000 djihadistes, donc 40% du total européen, on constate qu'on a le même schéma. On a des zones qui sont très touchées et d'autres très peu. Ces zones qui sont très touchées, si on zoome à chaque fois, on va voir des villes apparaître, Toulouse, Trappes, Nice, Roubaix, Strasbourg, Paris, la région parisienne, etc. Mais à chaque fois, plus on zoome, plus on se rend compte que ces dynamiques de départ sont localisées, parfois à l'échelle d'une barre d'immeuble, parfois d'un pâté de maison, et la plupart du temps, d'un environnement humain très, très identifié. Dit autrement, c'était des groupes d'amis, des familles qui ont quitté des quartiers, qui évoluaient déjà dans la mouvance ou qui étaient en sympathie avec les idées djihadistes et qui sont partis. C'est pas n'importe qui, n'importe où qui s'est radicalisé sur Internet, comme on l'a aussi beaucoup entendu à cette époque. Et cette géographie, ce qui est intéressant, c'est que ce constat qu'on fait en France, déjà, on le fait ailleurs. On le fait en Belgique, en Allemagne, en Grande-Bretagne, qui sont des pays qui n'ont pas du tout le même rapport à la religion, pas du tout le même contrat social. Si on doit tout simplement prendre l'exemple de l'Angleterre, ils sont presque sur le modèle opposé, c'est-à-dire une reconnaissance implicite de toutes les différences, etc. Et pourtant, on voit à peu près le même phénomène, la même géographie du djihadisme. Donc, dit autrement, le djihadisme, c'est pas qu'une réaction à la société française, et deuxièmement, c'est pas qu'une réaction à la laïcité environnante, etc. Il y a un phénomène plus large que ça. Le deuxième élément qu'on a observé, c'est que cette géographie du djihadisme, elle n'est pas superposable à la géographie des banlieues ou des zones dites marginalisées ou ségrégées économiquement et socialement. Un exemple que j'ai beaucoup pris, mais qui est assez parlant, c'est celui de Trappes, donc une ville qui cumule les handicaps de toute nature. On a 80 départs sur cette période. Alors, à quelques kilomètres au nord, de l'autre côté de la Seine, on a Chanteloup-les-Vignes, même situation socio-économique, pas de départ. À l'inverse, Lunel, dans l'Hérault, ville plutôt de la petite classe moyenne, en rien une banlieue comparable à Trappes, c'est plutôt une ville de classe moyenne en zone rurale dans l'Hérault. Là, on a 25 départs en 2014, à opposer à Marseille, les quartiers nord hyper ségrégés, des cités à majorité musulmane, où on n'a pas de filière durable de djihadistes. Et on pourrait multiplier les exemples. C'est le même constat en Belgique avec la Flandre et la Wallonie, même cas en Grande-Bretagne, etc. Donc, cette géographie, moi, m'a interpellé et me fait dire qu'il y a une certaine autonomie du phénomène djihadiste. Et ça, on peut le comprendre si on s'intéresse à cette dimension militante, c'est-à-dire en s'intéressant aux acteurs. Qu'est-ce qui fait que Toulouse a été touchée et pas Bordeaux ? Eh bien, quand on regarde dans le détail, on se rend compte qu'il y a une antériorité du phénomène à Toulouse parce que dans les années 90, on a eu des djihadistes venus du GIA algérien, venus d'Afghanistan, qui se sont implantés et qui ont essayé de faire des petits clusters, qui ont essayé de diffuser. Alors, au début, ils se sont concentrés sur 10 personnes, mais parmi ces 10 personnes, il y avait les frères Klein, et 10 ans plus tard, ces 10 personnes, ils en ont fait bouger 300, et c'est dans ces 300 qu'on a Mohamed Merah, qui passe à l'attaque en 2012, et la plupart des départs de la région toulousaine pour la Syrie et l'Irak. Donc c'est ça qui m'a intéressé et qui définit donc la première partie du livre, c'était de reconstituer cette géographie humaine qui évidemment ne correspond pas à la géographie administrative française. On n'a pas Paris pour capitale et la province. Là, on a plutôt Toulouse et Trappes comme capitale historique du djihadisme français, en lien très étroit avec Bruxelles et puis avec des ramifications en Allemagne, etc. Et ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que les politiques
ont du mal à faire face au phénomène, j'ai l'impression en tout cas. Est-ce que toi, tu as réfléchi à des solutions? En fait, il y a différents niveaux. Déjà, il y a une forme de compréhension, je pense, du public de la situation, parce que c'est un sujet qui, par essence, il divise énormément, donc il est souvent mal compris, parce qu'il y a une forme de racisme qui s'insère à l'intérieur nécessairement. Toi, est-ce que tu as réfléchi à des solutions sur comment on peut résoudre, je ne sais pas si résoudre c'est le terme, mais... Non, mais déjà, tu as raison, il y a une forme de paralysie intellectuelle sur ce sujet qui est assez grave. Et moi, c'est... le mot est peut-être un peu fort, mais il y a eu un élément de révolte, en tout cas de révolte intellectuelle à l'origine de ce travail, qui était que je ne supportais plus qu'on exclue toute place au débat et surtout qu'on ne prête pas plus d'importance à faire émerger des éléments d'objectification. De quoi on parle quand on parle du djihadisme? Et c'est pour ça qu'aussi je me suis dit, retour au terrain, on va faire de l'empirique, etc. Et cette paralysie que j'évoquais, en fait, elle est constituée par deux blocs qui prennent en tenaille en quelque sorte le débat public. C'est d'un côté un bloc qui est dans le déni et qui considère que dès qu'on parle du djihadisme, ça revient forcément en fait à en gros pousser au fantasme et à créer finalement un espace considérable à l'extrême droite, pour faire simple. De l'autre côté, à l'inverse, on a beaucoup d'hystérisation qui veut s'emparer de ces sujets pour soit faire peur à tout le monde, soit gagner des parts de marché idéologiques, et surtout pour pas trop qu'on réfléchisse aussi au sujet en étant extrêmement peu dans la nuance. Moi, je considère que l'espace du débat, il doit nécessairement être celui déjà du diagnostic. Et donc là, la recherche est importante. Et le travail des chercheurs a été déficient. Et je m'inclus évidemment dans cette communauté, la communauté des chercheurs. Mais c'est pas normal quand au milieu de mon terrain, je me demande ce qui se passe à Argenteuil et que sur le terrain, tout le monde me dit qu'il y a eu une évolution religieuse énorme sur les 20 dernières années à Argenteuil, qui par ailleurs est l'une des portes d'entrée du salafisme en France au début des années 2000. Et que ça, tout le monde en parle à Argenteuil, du maire, en passant par le professeur, en passant par l'imam, en passant par les jeunes, en passant par les éduques, tout le monde évoque ça. Par contre, quand je vais sur les bases de données universitaires pour voir ce qui est écrit sur la question, il n'y a rien. Il y a des éléments sur la marginalisation, etc. Mais comme si on s'interdisait de le penser ou de le documenter, alors que les gens en parlent. Donc, moi, c'était exactement cet espace-là que je me suis dit qu'il fallait combler. Donc, pour répondre directement à votre question, je crois que parmi les premières solutions, il faut poser le diagnostic. On ne peut pas prendre de décision si on ne sait pas de quoi on parle. Et donc, moi, autant que je sois flatté d'être à votre micro et de promouvoir mon travail depuis un an parce que j'ai travaillé pendant 5 ans, donc ça me fait plaisir et peut-être que c'est important, mais la réalité qui m'a souvent traversé l'esprit, c'est pas normal que dans un pays de 67 millions d'habitants, qui a une tradition d'excellence sur la zone Moyen-Orient et sur les questions liées à l'islam, comme la France, qu'on soit peut-être une quinzaine ou une vingtaine à pouvoir intervenir sur ce sujet, qui est un sujet de société énorme. Et c'est pas normal que mon travail ait été salué comme celui qui pose le diagnostic qui manquait en 2020 pour une situation dont les premières expressions, en fait, remontent aux années 90-2000. Donc là, au niveau de la recherche, il faudrait qu'on produise, je vais être un peu ambitieux, mais il faudrait qu'on produise 500 personnes par an qui soient compétents sur ce sujet. Or, on en produit très peu. Donc là, il y a un vrai problème. Au niveau ensuite des réponses, déjà, je pense que cette cartographie, il faut la faire, si elle n'est pas faite au niveau des pouvoirs publics, pour pouvoir ensuite comprendre comment agir. Voir aussi le mélange de la dimension socio-économique, de la dimension militante, de la dimension politique, de voir quels vont être les leviers qu'on peut activer. Je pense qu'un élément très important pour ça, c'est de sortir d'une analyse qui tend à surindividualiser le djihadisme. C'est-à-dire qu'en fait, on ne parle pas de djihadisme comme un phénomène, on parle du djihadiste en tant que tel. C'est-à-dire, est-ce qu'il est fou? Est-ce qu'il est finalement... est-ce qu'il est vraiment croyant ou non? Toutes ces questions qui arrivent très vite. Alors qu'en fait, si on considère le djihadisme comme un militantisme, avec des gens qui rentrent, des gens qui sortent, des gens qui sont très articulés intellectuellement, d'autres qui sont totalement à la remorque. On comprend que là, c'est déjà en affaire à une idéologie avec ses principes cardinaux qu'on peut aussi démonter. Et moi, de ce point de vue-là, je suis assez contre des politiques publiques qui ont été mises en place, dites de contre-discours. Vous savez, on a beaucoup dit, oui, il faut développer un contre-discours pour empêcher les gens de croire aux bêtises des djihadistes. Mais c'est pas comprendre qu'en fait, c'est le djihadisme, le contre-discours. Les salafistes, les djihadistes produisent un contre-discours au grand récit républicain
et aux valeurs cardinales du vivre ensemble, disant tout ça c'est du mensonge. Si vous prenez la propagande de Daesh par exemple, c'est très clair, tout ça c'est du mensonge. Si vous y croyez, vous allez tomber dans le panneau, vous allez finir par être un larbin. C'est une société qui est islamophobe, elle ne veut pas de vous. Nous, on vous donne le pouvoir. Voilà, tout ça est faux de bout en bout. Elle participe en tout cas à conduire des individus dans des charniers en Syrie, en Irak, et à commettre des exactions innommables. Mais on n'a pas de contre-discours à produire, c'est eux qui le font, donc on doit comprendre comment ils se positionnent et comment, grâce à ça, ils arrivent à capter des gens. Et ça, c'est, vous voyez, un travail qui est déjà très transversal. Je pense que, partant, il ne faut pas du tout arriver avec une politique publique qui s'appellerait lutte contre la radicalisation, avec une potion magique qu'on chercherait à trouver, comme on cherche en ce moment le vaccin pour le coronavirus, qui s'appellerait déradicalisation, et qu'on ferait boire. Non, c'est un problème politique, un problème de société, ça s'est construit dans le temps long. On va devoir gérer sur au moins 10-15 ans ce phénomène-là. Les attentats, c'est extrêmement malheureux d'avoir à le dire, mais finalement, nous ont montré à quel point le phénomène était prégnant. Donc, aussi qu'il faut se mobiliser. Et il faut se mobiliser entre deux attentats, quoi. Il ne faut pas attendre le prochain attentat pour se réveiller. Et donc, évidemment, la connaissance est fondamentale. De l'information, je crois, à l'égard de la société, qu'on arrive à dédramatiser le sujet pour que, en fait, arriver à ce que tout un chacun ait un référentiel quand il s'agit du djihadisme et pas une sorte de peur ou d'appréhension tout de suite qui dit « moi, j'y connais rien, je ne veux pas en parler ». Donc, c'est un vaste programme. Puis, il y a évidemment la question de la prison que j'évoque dans le livre, puisque là, on a affaire à un espace où, finalement, les djihadistes sont assez à l'aise. Et là, il y a encore des politiques publiques à penser pour ça. Donc, en fait, ce que tu expliques, moi, je te tutoie. Ouais, c'est très bien. Il faut. Ouais. Mais ce que tu expliques, c'est que, d'abord, il y a effectivement, on a tellement peur que ce soit traité comme du racisme qu'on s'interdit d'en parler. Et ça, c'est vraiment dommage parce que, du coup, comme il n'y a pas de discours, il n'y a que les extrémistes qui s'emparent du discours et nécessairement ça devient du racisme, donc ça c'est un peu dommage. Et après, toi tu as fait ce travail un peu particulier quand même très particulier d'aller voir des djihadistes en prison. C'est quoi, donc c'est quoi le rôle des prisons dans le développement du phénomène? Juste, je rebondis sur la première partie de ta question. En fait, quand je parlais tout à l'heure de paralysie intellectuelle, elle est incroyable parce que c'est justement en objectifiant qu'on va casser la machine à fantasmes. Et ça pour les gens qui sont vraiment en toute honnêteté, qui ne sont pas bien pensants, comme on dit dans le débat public, qui en toute honnêteté pensent que c'est un sujet un peu mauvais, un peu glissant, et qui s'interdisent d'en parler, il faut vraiment comprendre que, en fait, ils renforcent l'hystérisation. Et c'est pas qu'il l'évite. C'est-à-dire que l'inverse de l'hystérisation, c'est pas le déni. C'est l'objectification des faits et d'aller casser cette machine à fantasmes. Pas de s'en écarter. Et donc, voilà, moi, je pense que les gens de bonne volonté, au contraire, doivent s'intéresser à ce sujet et développer, une culture générale. Pas besoin de devenir spécialiste de la question, mais pour avoir 2-3 outils d'analyse sans être naïf. Et il en va quand même de la société. Je veux dire, c'est un phénomène de société qui est extrêmement important. Donc, pour la deuxième partie sur les prisons, ça, c'est extrêmement important parce que là aussi, il y a une sorte... C'est pas d'une paresse intellectuelle, mais ce qui m'a beaucoup frappé en allant en prison, c'était à quel point moi-même, j'étais sujet à des clichés sur ce lieu que finalement, on n'est jamais invité à vraiment penser au quotidien dans la société. Et pour cause, on le considère comme totalement à part. C'est le lieu des méchants ou alors des victimes, ça dépend comment on se positionne, mais en tout cas, généralement considéré comme le lieu des méchants, des gens qui ont fait quelque chose de pas bien et qu'on enferme et puis voilà, ils ressortent et puis c'est tout. Ils ont purgé leur peine. Ce qui est pas vrai. La prison, c'est un lieu où il y a énormément de choses qui se passent à l'intérieur. C'est un petit monde en soi, avec ses propres codes, ses propres hiérarchies entre prisonniers, entre ses propres modes de relation entre les prisonniers et les surveillants, entre l'administration, les surveillants, entre l'administration et les prisonniers. C'est un petit monde en soi qui n'est pas du tout clos, qui n'est pas du tout fermé comme on peut le penser. Il est assez ouvert sur l'extérieur. Beaucoup des choses qui se passent à l'extérieur dans la société ont des répercussions en prison. Et à l'inverse, et ça... il y a plein d'exemples aussi qui existent. Il y a des mobilisations en prison qui vont produire des effets sur la société extérieure. Et de ce point de vue-là, le djihadisme, c'est un très bon exemple parce que dans les années 90, il y avait très peu de djihadistes en France, mais les premiers, ils étaient plutôt en prison. Et c'est là où ils ont commencé à diffuser leurs idées, à prêcher. Et si on prend le cas du premier djihadiste français connu, qui est Khaled Kelkal, l'auteur des attentats de 95 à Paris contre le RER, Khaled Kelkal, il a fait 2 passages en prison de droit commun et c'est durant ce passage en prison qu'il a rencontré des djihadistes algériens et qu'il a basculé en fait. Mais il y a eu ce moment d'incubation qui a été très... Et la prison, c'est vraiment redondant dans le parcours des djihadistes. Les frères Kouachi qui sont
coupable des attentats de Charlie Hebdo, dont le procès se tient en ce moment, à Paris, aussi, pour l'un des deux en tout cas, a été conscientisé au djihadisme en prison. Et donc c'est vraiment un lieu dans lequel les djihadistes sont très adaptés, dans lequel ils ont du temps, auquel jusqu'à très récemment ils avaient un grand accès à leur public cible, c'est-à-dire des jeunes de confession musulmane ou d'ascendance musulmane surexposés à la récidive, et déjà dans un parcours de marginalité ou de sécession avec la société. Et donc, en fait, je me suis rendu compte qu'on était assez victime d'un grand homme, d'un grand philosophe qui est Michel Foucault, et qui a écrit un livre évidemment très connu, Surveiller et punir, qui n'est pas une théorie de la prison, qui est en fait, il a utilisé la prison pour en faire un analyseur des rapports de pouvoir dans la société, mais pour une raison qui tient aussi, je pense, à son charisme intellectuel. Les successeurs de Foucault, les Foucaldiens, ont eu tendance un peu à graver dans le marbre les théories de Foucault sur, ce qui est devenu donc du coup les théories de Foucault sur la prison, et qui consiste à dire finalement la prison c'est un espace coupé de tout, dans lequel le pouvoir de l'État est total sur des individus qui sont réduits à des numéros. C'est vraiment cette idée que le prisonnier est dépossédé de tout et il subit l'administration, le pouvoir de l'administration. Et encore une fois, les années 70 sont très différentes de nos jours, mais il faut questionner ça. Et la prison aujourd'hui, c'est pas un lieu clos, c'est un lieu qui est semi-ouvert sur la société, et c'est pas un lieu où le pouvoir du surveillant est total sur des individus qui sont réduits à numéros. C'est des lieux très vivants, des espaces sociaux très vivants dans lesquels il se passe des choses. Et si on comprend ça, alors on comprend qu'enfermer 500 djihadistes derrière les barreaux, comme c'est le cas depuis 2014, ne va pas être sans effet sur le reste de la détention. Et la meilleure preuve de ces effets, ce sont les chiffres. Il y a eu, en parallèle de ces 500 djihadistes incarcérés depuis 2015, 1000 individus de droit commun qui ont été détectés comme s'étant radicalisés au djihadisme pendant leur période en prison. Évidemment, sous l'effet des premiers. Et donc ça, c'est bien qu'il y a une dynamique qui se passe, une dynamique djihadiste qui se passe en prison, et qui va avoir des effets sur la société, puisque ces individus, de toute façon, vont sortir. C'est presque la définition de la prison en France, c'est qu'on en sort un jour. Et donc, si on ne pense pas la prison comme un des espaces du djihadisme, et en relation avec deux autres que j'évoque dans le livre, que sont les quartiers d'incubation qu'on évoquait, et puis les zones sur lesquelles ils se rendent, c'est-à-dire Syrie, Irak en ce moment, Libye peut-être demain, si on n'arrive pas à comprendre que ces trois espaces sont liés entre eux, en fait, on ne peut pas comprendre le spectre d'expression du djihadisme. Et donc, c'est pour ça que moi, j'ai dit, le monde du djihadisme, il passe par ces trois éléments. Et si nous, on regarde de façon extrêmement segmentée que la prison, ou que ce qui se passe de ce qu'on appelle la radicalisation dans les quartiers, ou que le djihadisme au Moyen-Orient, et qu'on scinde à chaque fois, etc., la pensée en silo, vous savez, tu sais, puisque je vais quand même passer au-dessus, je vais me décoincer un peu. Si on ne prend pas ça comme un continuum, on ne voit qu'une partie du spectre, et on rate quand même une bonne partie de la compréhension du phénomène. Et ce phénomène, en fait, il est en train de bouger, puisqu'il mute. C'est-à-dire qu'on voit on voit très bien comment il a muté depuis les années 90 à nos jours. La simple comparaison très facile, c'est entre Al-Qaïda et Daesh. L'une étant le vieux monde et l'autre le nouveau monde dématérialisé, etc. Mais une autre manière de le comprendre, c'est de bien voir que Daesh a été vaincu militairement au Levant. Ce qu'ils appelaient leur califat a disparu. Maintenant, il n'y a plus que des poches et ils sont tous en prison pour la plupart ou morts. Mais l'idée djihadiste se porte encore bien. Et les individus qui sont derrière les barreaux en sont aussi l'incarnation physique. Et donc, du coup, là, il faut comprendre sur les prochaines années l'analyse qu'eux vont faire de l'échec de Daesh. Parce que pour eux, Daesh a presque réussi. Voyez, c'est-à-dire Daesh a amené beaucoup de monde, beaucoup plus qu'ils ne le pensaient. Eux, ils ont été autant surpris que nous, du nombre de gens qui sont partis en Syrie et en Irak. Et ils ont été aussi surpris de voir que, mine de rien, les attentats, ça a quand même fait un peu vaciller le pays. Même si au final, ils ont perdu. Donc c'est pour ça. Ça a presque réussi ou ça a presque foiré. Ça dépend comment faut le voir. Mais du coup, ils disent, finalement, faut repasser un peu sous les radars, multiplier les canaux de recrutement, dont la prison, évidemment, de ce point de vue-là, est considérée comme un lieu stratégique pour eux, et voir comment tout ça pourra émerger à l'aune d'une nouvelle crise. Je ne dis pas que c'est ça qui va se produire, mais c'est comme ça que leurs idéologues à l'heure actuelle, et notamment ceux que j'ai rencontrés en prison, pensent. Si on ne tient pas compte de ça, en disant l'hiverne ou c'est des fantasmes, etc., on se prive de comprendre comment ils essayent de bouger alors qu'ils sont en période de faiblesse.
Et donc, c'est ça que je dis, c'est qu'il faut réussir à faire rentrer ça quelque part dans un élément de suivi à long terme. La recherche est faite pour ça, mais il n'y a pas que la recherche en France. Et de considérer ça comme un vrai phénomène et pas juste comme une somme de cas individuels. Et si on a 5 ou 10 qui rentrent dans le rang, c'est tant mieux. Mais si par ailleurs il y en a 50 chez les droits communs qui basculent dans le djihadisme, on a un problème. Et c'est un peu ça qui se joue en ce moment, vous voyez. Et alors, je vais faire une remarque assez terrible, mais on critique beaucoup les chercheurs là-dessus, on critique la France de manière générale. Et puis, ça fait référence à une stat que j'ai vue hier, parce que on dit en France, on aime bien réfléchir en chambre et finalement pas être dans l'action. Et il y a une stat que j'ai vue cette semaine qui était, je crois, 55% de Français qui étaient pour le retour de la peine de mort. Et d'où l'introduction par ça, c'est terrible. Comment, je veux dire de manière concrète, on peut envisager, ou tu envisages, qu'on agisse sur ce phénomène-là, en fait. Comment on le brise? C'est extrêmement dur parce qu'en fait, ces 55% de Français, c'est probablement des gens qui disent mais finalement il n'y a pas de solution. C'est un discours que j'ai énormément entendu sur le terrain et en dehors, dans des discussions. Mais finalement, comment on gère le problème? Les gars rentrent de Syrie, on ne sait pas trop ce qu'ils ont fait, mais a priori ils prennent 8 ans de prison, ils vont ressortir, il y en a plus qu'avant, comment on va gérer? Et c'est un peu l'idée du match à mort, quoi. C'est eux ou nous, donc bon, il vaut mieux que ce soit nous et finalement on règle le problème. D'une, je pense pas, il y a des régimes qui font ça, ça s'appelle les régimes autoritaires au sud de la Méditerranée, il y en a quelques-uns, ils les mettent en prison et puis en fait les gars disparaissent et en fait ils n'ont pas réglé le problème djihadiste pour autant. Donc je pense pas que ces méthodes ultra radicales fonctionnent, mais je pense que beaucoup des gens qui se prononcent pour, en fait c'est juste qu'ils considèrent qu'il n'y a pas d'autre solution. Et ça c'est aussi la faute de tous ceux qui travaillent sur ce sujet et qui n'ont pas trouvé la clé. Alors, ce problème, il sera évidemment éminemment complexe, mais on peut la trouver à partir du moment où vraiment, déjà, on considère le problème pour ce qu'il est. Et voilà. C'est pour ça que je pense que le problème numéro 1, c'est quand même la bonne part de déni qui, généralement, est la bonne part de notre personne, mais qui nous paralyse. Le deuxième élément, c'est de considérer qu'on ne peut pas régler le phénomène djihadiste, alors qu'en fait, je pense qu'on peut, en ayant un travail, en considérant que le travail va se faire sur le temps long, et donc en considérant, typiquement, les lieux, pour l'instant, il s'est développé. Quand je parle des prisons, finalement, très rapidement, on se dit, mais s'ils sont aussi adaptés à la prison, est-ce qu'il faut changer la prison? Est-ce qu'il faut changer des choses? Est-ce que la prison est le meilleur endroit? Parce qu'en fait, est-ce qu'on punit vraiment les djihadistes quand on les met en prison? Quand on voit, par exemple, que les djihadistes qui sont encore en Syrie, notamment les femmes, souhaitent rentrer en France. Moi, ça, je l'ai eu dans des entretiens, des gens qui souhaitaient rentrer en France, quitte à prendre 10 ans de prison plutôt que de passer 10 jours de plus sous Daesh. Ça dit bien quelque chose. C'est qu'ils se disent, finalement, ça va pas être très agréable. Le monde de la prison est un monde violent, mais bon, auréolé de mon statut de djihadiste, personne va trop m'ennuyer. Et puis moi, derrière, j'aurai du temps pour moi, pour me reconstruire. Et il y a ces logiques-là. C'est en Suisse aussi, on entend beaucoup ça. C'est très contre-intuitif. Mais du coup, est-ce que, en l'état actuel des choses, la prison est le bon endroit? Ça, c'est une question presque philosophique qui est ouverte. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a différentes méthodes de prise en charge. En prison, l'isolement, par exemple, ça marche plutôt bien. Alors, on peut pas mettre à l'isolement tout le monde, mais il y a à réfléchir autour de ces méthodes-là en se disant qu'on a un vrai problème. L'autre élément, c'est aussi au niveau de l'échelle des peines. Il y a eu un biais qui est hallucinant. Mais vraiment, en 2020, c'est quand même hallucinant d'avoir à dire ça, mais jusqu'en 2016, les femmes djihadistes étaient considérées comme des victimes de leur engagement, parce que ce sont des femmes. Et donc, elles étaient considérées, c'est le biais genré par excellence, quoi. Finalement, si elles sont parties dans une organisation qui veut les enchambrer et leur mettre 10 couches de voile sur la tête, c'est que forcément, soit elles sont malades mentales, soit elles ont été endoctrinées, leurrées, et finalement, elles se sont rendues compte que c'était pas bien après. Donc, elles ont joué cette carte à fond, et jusqu'en 2016, elles étaient même pas judiciarisées automatiquement quand elles rentraient de Syrie. Alors, ça a évidemment changé. Maintenant, il y a eu des condamnations. Mais déjà, les condamnations sont faibles. Et par exemple, le programme de prise en charge pour les djihadistes qui existent en prison n'existe que pour les hommes. Les femmes djihadistes en détention n'ont pas de programme de suivi du tout. Vous voyez, alors elles sont suivies par des psys, mais il n'y a pas de programme spécifique. Ça, c'est quand même hallucinant, quoi. Je veux dire, quand on voit que les femmes sont souvent les plus virulentes dans leurs propos, quand on voit qu'il y a un commando féminin qui s'est monté le 4 septembre 2016, qui a raté, c'est la fameuse affaire des bonbonnes, qui a manqué de faire exploser Notre-Dame de Paris,
parce qu'ils avaient mis, pour la petite histoire, du gasoil dans les bidons d'essence au lieu de mettre de l'essence. Donc le gasoil n'explose pas. Ouais. Mais c'était un peu moins cher, comme l'a dit l'une d'entre elles. Donc elles ont fait des économies à la pompe, mais derrière, finalement, le diesel a sauvé la France. D'une certaine manière, c'est pas très écologiste de dire ça aujourd'hui en 2020 aussi, mais c'était plus pour la boutade. Là où j'en viens, c'est que ça fait partie des trucs où, en fait, à quel moment, intellectuellement, on s'interdit de penser qu'une femme peut être aussi activiste qu'un homme. Je veux dire, on le considère surtout, pourquoi pas l'appliquer au djihadisme, quoi. Et c'est et d'autant plus qu'en fait, quand on analyse véritablement la place de la femme dans, j'emploie un gros mot, l'économie politique du djihadisme, on se rend compte qu'elle est hyper centrale. C'est-à-dire qu'en fait, ce qui a fait la nouveauté de Daesh, c'est véritablement d'intégrer les femmes. Et c'est ce qui fait que le djihadisme a aussi une chance de perdurer, c'est qu'à partir du moment où les femmes rentrent sciemment dans la mouvance, eh ben elles deviennent des éléments stabilisateurs, parce qu'il y a des familles du coup qui se créent, des familles de djihadistes entières. Il y a des enfants qui sont éduqués dans la doctrine djihadiste, qui sont endoctrinés dès le plus jeune âge. Ça, ils l'ont parfaitement conscientisé. Les djihadistes qui ont à peu près notre âge, c'est-à-dire la trentaine, quand ils se définissent, ils disent finalement, nous on appartient à une génération intermédiaire, parce que la vraie génération des djihadistes, c'est celle de nos enfants qu'on éduque comme ça, etc. Donc, vous voyez, on déplace le débat d'un débat purement sécuritaire à un débat plutôt politique, un débat intellectuel, qui replace la question de l'éducation et de l'enseignement, puisqu'on parle de la génération d'après, au cœur de l'enjeu. Et là, c'est véritablement là où on prend conscience que le djihadisme est un enjeu de société, et pas simplement un truc que doivent gérer les services secrets et qui le gèrent mal dès qu'il y a un attentat. Et tu parlais tout à l'heure de l'évolution de l'islam. Alors, je reviens de manière plus large sur le salafisme. C'est vrai que dans les années 60, on voyait bien que on a toutes ces images en tête, en tout cas pour ceux qui se sont intéressés, de femmes en bikini un peu partout dans les pays musulmans, avec aujourd'hui le retour du voile, voire du voile intégral. Est-ce qu'il y a un lien de cause à effet et qu'est-ce qu'on... moi, par exemple, je ne sais pas quoi penser parce que j'ai bien conscience que les femmes font ça aussi par choix, que ce n'est pas nécessairement uniquement parce que leurs mecs ont décidé qu'elles allaient porter le voile. Évidemment, elles ont leur libre arbitre. J'ai du mal à saisir et même à me positionner sur le sujet, en fait. Ouais, c'est une question extrêmement vaste qui pourrait d'ailleurs faire l'objet d'un débat à part entière, mais elle est hyper importante. Je vais... peut-être prendre un exemple hyper concret pour apporter des éléments de réponse. Mes premiers terrains, vraiment tout début de mon travail de recherche avant ma thèse, etc., c'était en 2008-2009 et dans un certain nombre de quartiers difficiles, quand on parlait des considérations de l'islam auprès de musulmans, quand on parlait du salafisme, ils disaient... La plupart du temps, la réponse que j'avais, dans la plus grande majorité des cas, c'était les salafistes, là, ceux que tu appelles les salafistes, c'est pas des bons musulmans. C'est des gars qui sont des déviants, qui sont des extrémistes, qui sont... Voilà. Ça, c'est la fin des années 2000, dans des quartiers à forte minorité musulmane. 10 ans plus tard, donc là, je suis dans le terrain de ma thèse, etc., parfois les mêmes personnes que je revoyais allaient dire exactement l'inverse. C'est-à-dire, quand on parlait de salafistes, on disait... Les gars allaient dire, ouais, je suis peut-être pas d'accord et tout avec eux, mais bon, tu sais quoi, ils sont pieux, voilà, ils ont une sorte de rigueur morale. Voilà. Sous-entendu, ce sont des bons musulmans. J'ai pas trop envie de, voilà. Sous-entendu, le gars se considère lui comme un mauvais musulman parce qu'il est pas comme eux. Là où, à l'inverse, il disait, ils trahissent l'islam, quoi. Ce changement-là, s'il a eu lieu, et il a eu lieu un peu partout en France. Alors là-dessus, il y a plein de recherches encore à produire, etc. Mais il y en a déjà un certain nombre de produits pour qu'on puisse le dire. Et ça, c'est quand même un changement de fond hyper important, qui est en fait l'identification de qu'est-ce que le bon musulman. Et de ce point de vue-là, le salafisme a changé du tout au tout en Europe. Et c'est pour ça que je parlais tout à l'heure de révolution idéologique. Parce qu'une fois que les principes normatifs en fait de l'islam salafiste deviennent les principes normatifs de l'islam, c'est presque déjà, la situation elle est déjà bloquée. C'est ce qui fait que on se retrouve aussi avec un changement de fond qui est justement l'entrée des femmes dans le radicalisme. Parce qu'il y a 10 ans, la majorité des femmes, quand elles avaient musulmanes, quand elles avaient affaire en France au salafisme, elles percevaient ça comme une tendance qui allait les priver d'une liberté que leur garantissait la société française ou les lois de la République. 10 ans plus tard, si le salafisme a progressé, si les principes du salafisme deviennent des éléments de pression, tel que soit on quitte le quartier, soit on embrasse la doctrine, le rapport de force n'est plus du tout le même. Et ce qu'on voit, c'est qu'en fait, les femmes rentrent
à un moment donné dans le salafisme, par choix, parfois délibéré, en disant je vais porter... Parce qu'en fait, paradoxalement, ça leur donne l'ascendant sur les hommes. C'est-à-dire que soit elles subissent la pression sociale en disant « Ah, regarde, t'es mal habillé, tu trahis l'islam, t'es une vendue, etc. » Soit tout d'un coup, en fait, elles utilisent le même logiciel, elles vont à fond dedans et elles vont dire « Attends, moi, d'une part, maintenant, je porte le voile intégral, etc. D'autre part, je connais mieux tous les principes que tu évoques que toi parce que j'ai appris, etc. Et je peux te dire que toi qui traînes avec les gars qui fument des joints en bas de la barre d'immeuble, là, c'est toi qui es dans le péché. Et de toute façon, moi, mon seul maître, c'est Allah. Et donc, ce renversement de pouvoir, il explique aussi beaucoup de démarches. Et c'est pour ça que le discours de ces dames vont être « Moi, j'ai repris ma liberté en rentrant dans ce mouvement. » Et donc, je crois qu'il y a un mouvement de fond qui est beaucoup plus large que la France, qui est beaucoup plus large même que l'Europe, qui est plutôt une dynamique qu'on observe dans l'ensemble des pays arabes, qui est en fait cette guerre idéologique qui est à l'heure actuelle qui est menée par le salafisme. Si on ne met rien en face, et il y a des mouvements en face qui s'opposent à ça, mais qui sont intimidés, etc. Si on lâche surtout, au nom simplement de l'acceptation de l'islam tel qu'il doit être, etc., on ne comprend pas ce qui se joue. Et finalement, on laisse les musulmans en partir au salaf. Et ça, la société, elle n'est pas mieux, elle ne s'en sort pas mieux en tournant le regard. Donc en fait, ce que je veux dire par là, c'est que c'est très paradoxal, mais la France laïque et républicaine doit s'intéresser aux questions religieuses et particulièrement à la question de l'islam. Si elle ne le fait pas, on laisse en pâture ce champ-là à des acteurs qui, eux, le surinvestissent. Et on va avoir des phénomènes comme ça qui, localement, de cohésion, j'appelle ça, donc pour les quartiers qui ont été travaillés par le djihadisme, c'est des petites enclaves idéologiques. C'est pas forcément des enclaves au sens territorial du terme. On y rentre, on y sort, il y a la police, il y a des services sociaux, il y a des musées, des bibliothèques publiques, etc. dans ces quartiers. Donc c'est pas des ghettos au sens américain du terme. En revanche, au niveau idéologique, ce sont des bastions qui se referment où des comportements qui sont acceptés dans la société ne sont pas forcément acceptés. Typiquement, le rapport aux femmes, le rapport à la consommation d'alcool, à un certain nombre de modes de vie, etc. Et oui, il est porté par une partie de la population, mais il a été aussi développé par des militants qui l'ont investi. Et ça, c'est ça qu'il faut comprendre, c'est qu'en fait, soit on considère que c'est pas un enjeu parce que c'est le choix délibéré des gens et on laisse en pâture les gens qui ne sont pas d'accord, mais qui n'ont pas de moyens de s'y opposer, à part déménager peut-être, et encore quand ils en ont les moyens financiers. Soit, en fait, on considère que finalement, ça contrevient à un certain nombre... La foi n'est pas un problème, mais l'application là d'un certain nombre de principes religieux dans l'espace public pose un problème qui touche à des principes cardinaux du vivre ensemble républicain. Et dans ce cas-là, par ce biais-là, on peut agir pour simplement au moins garantir que ceux qui ne sont pas d'accord avec ça puissent vivre normalement. Et ça, on n'a pas beaucoup de précédents dans l'histoire de France. Parce qu'en fait, on a eu des mouvements militants dans les quartiers marginalisés, mais c'était plutôt des mouvements politiques. C'était le Parti communiste, typiquement, qui avait aussi un rôle très structurant, puisqu'il organisait des colonies de vacances, il permettait l'accès à la culture, etc. Là, c'est des phénomènes qui ont beaucoup moins d'ampleur, mais qui sont une réalité sociale. Et on le voit, les mouvements religieux, depuis 10-15 ans, complexifient leur activisme. C'est-à-dire qu'ils se mettent aussi à faire des colonies de vacances. Là, pendant le Covid, on l'a vu, on a vu des associations très religieuses organiser des camps dans les Cévennes, pour sortir les jeunes des quartiers. Vous voyez, ce qui est traditionnellement plutôt un champ qui est exploité par les associations. Et des associations politiques ou non, en tout cas d'utilité publique. Et ça, cet espace, si on le laisse, si on ne s'intéresse pas, ou si tout simplement on dit oui, ils ont bien le droit et qu'on ne veut pas comprendre les dynamiques sociales et religieuses qui jouent derrière, on risque de rater un nouveau virage et de se retrouver dans une situation qui est très délicate, comme par exemple à Molenbeek, et ce n'est pas le cas encore à ce niveau-là en France, où Molenbeek, finalement, ça définit la norme et tout le monde a accepté le fait que finalement, le centre-ville de Molenbeek, c'est un peu un espace à part où les gens font ce qu'ils veulent. Et quand on est à l'intérieur du centre-ville, du centre historique de Molenbeek, c'est quelques kilomètres carrés. Mais les gars vous disent, c'est chez les Belges quand ils parlent du reste de l'autre côté du canal, c'est-à-dire en fait de la ville de Bruxelles. Ils disent, c'est chez les Belges. Et là, c'est chez nous. Et ce chez nous renvoie en fait à une vision extrêmement restrictive de l'islam. Et les autres qui vivent sur place, qui se retrouvent pas dans ce chez nous, ils sont très vite soumis à un ordre, voilà. Et si on ne veut pas voir ça comme une réalité, c'est très délicat, je le reconnais. Mais on pourra pas se réveiller et après dire, mais c'est bizarre, à Molenbeek, il y a 500 djihadistes qui sont partis de Molenbeek, qu'est-ce qui se passe? Parce que ça s'est pas construit du jour au lendemain. C'est des dynamiques qui ont commencé il y a 20 ans. Et je crois que ça, c'est là où je parle de ligne de crête étroite
entre éviter l'hystérisation et se saisir des problèmes, et de l'autre côté, pas basculer dans l'angélisme ou le déni. Et ça, c'est encore un phénomène nouveau. Je pense qu'on est en train d'en prendre conscience. À voir si on est capable d'avoir un discours posé. Là-dessus, Camus est quand même hallucinant, je trouve, d'intelligence. Enfin, il parlait d'un phénomène qui n'avait rien à voir, mais qui, au sortir de la Deuxième Guerre mondiale, il avait vu à quel point le pays était divisé. Et au moment de la guerre d'Algérie, lui, il a connu que les débuts, mais il parlait de ce positionnement qui est d'être ni victime ni bourreau. Et je trouve ça, en fait, assez intéressant quand il s'agit de ce sujet. Encore une fois, si on n'a pas de données, on passe à côté de la chose. Super. Je crois qu'on pourrait parler pendant des heures encore. Comme ce podcast s'appelle Vlan, je voudrais savoir à quoi tu veux ouvrir ou claquer la porte. Moi, je préfère ouvrir la porte, toujours. La claquer, surtout sur un sujet pareil, ce serait un peu contradictoire avec tout ce que je viens de dire. Puis il y a une dimension un peu violente dans le fait de claquer la porte. En tout cas par rapport à tout ce sujet. Donc ça serait définitivement l'ouvrir, la laisser grande ouverte, comme le débat qui doit être grand ouvert sur le sujet. Donc ouvrir la porte au débat. Ouais, totalement. Ok, super, merci beaucoup. Merci beaucoup, merci. Merci d'avoir écouté Vlan. Si vous avez aimé l'émission, n'hésitez pas à mettre des étoiles sur vos plateformes de podcast préférées. Vous pouvez aussi partager l'épisode sur vos réseaux sociaux, Instagram Stories, Facebook, LinkedIn, où vous voulez. Je suis Grégory Pouy. Vous pouvez me retrouver sur l'intégralité des plateformes sous le nom Greg from Paris. Si vous avez des idées pour des invités, si vous avez des commentaires, n'hésitez surtout pas à m'envoyer un message. Allez, merci et à bientôt.